Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de la disparition de l'ancien président de la République, Monsieur François Mitterrand, ce journal sera encore largement consacré à l'homme politique, à l'homme tout court et à l'empreinte qu'il laissera dans l'histoire de ce pays. Mais commençons tout de suite par l'hommage que les Parisiens anonymes et les personnalités ont continué de lui rendre aujourd'hui devant l'immeuble de l'avenue Frédéric Leplay, près du Champ de Mars à Paris, où il repose avant son inhumation jeudi matin dans sa ville natale de Jarnac, en Charente. Maryse Burgot, José Boulestex. Une porte tapissée de roses, c'est l'entrée du 9 avenue Frédéric Leplay. Depuis ce matin très tôt, ils sont plusieurs centaines à attendre leur tour, en silence, 1 à 2 heures d'attente, pour pouvoir rendre un dernier hommage à François Mitterrand. Un calme et une motivation impressionnante. Aujourd'hui, les vendeurs de roses feront recette. Il y a beaucoup de gens qui sont avant moi et j'attends et j'espère qu'il y en aura encore énormément derrière moi. C'est normal. Pour moi, c'est un acte politique aussi. Cette rose, c'est pas seulement une fleur, c'est l'emblème d'un parti dans lequel on a cru et qu'on essaie de reconstruire. Pendant ce temps, comme hier, des personnalités du monde politique se relaient dans la dernière demeure du président. Jacques Delors, Jacques Lang, qui échange quelques mots avec le public, Jacques Toubon. Il y eut aussi le cercle des intimes, Roger Hanin et l'arrivée de Daniel Mitterrand vers 16 h cet après-midi. Il y aura enfin le chanteur Renaud, chanteur de gauche, mais il y eut aussi Alain Delon, l'acteur de droite. Après avoir déposé leurs roses, les anonymes vont écrire quelques mots sur des registres, leur dernier message à François Mitterrand. Adieu tonton. Qu'est-ce que vous allez écrire ? Bon voyage, c'est tout. Et je voudrais dire que j'espère que l'édifice qu'il a essayé de construire ne sera pas détruit. Qu'est-ce que vous allez écrire ? Oui, enfin, j'essaierai de le faire très concis. Pendant ce temps, à l'entrée de l'immeuble, le fidèle des fidèles, le chauffeur du président est toujours là, attentif. Depuis hier matin, c'est lui qui accueille les personnalités. Et ce soir, ils sont encore plusieurs centaines à attendre leur tour pour déposer des roses. Sur place, nous retrouvons Benoît Duquesne. Benoît, toujours autant de monde et de Parisiens ce soir, avenue Frédéric Leplay? Tout à fait. Ce qui frappe ici, c'est bien sûr le monde, de plus en plus important. Il y a des Parisiens, mais il y a aussi des gens qui viennent de province. Et puis c'est aussi, et surtout, Maryse Burgot le disait, le calme, la gravité, presque le recueillement des gens qui sont d'ici, un peu comme si ceux qui étaient venus hier étaient encore sous le choc et sous la surprise, alors que maintenant, ils ont pris conscience de l'événement. Pour les gens qui sont admis à se recueillir au chevet de François Mitterrand, eh bien, ils traversent d'abord un long couloir blanc. Le long de ce couloir sont affichées des photos de François Mitterrand dans ses rencontres avec les chefs d'État de ce monde. La pièce où il repose est dépouillée, elle est simple, il repose sur un drap blanc, il est en costume gris, les gens qui l'ont vu nous ont dit qu'il était serein, et il est en général veillé la plupart du temps par le général de Bénouville et par l'une de ses sœurs. Au mur se trouve une gravure de Venise, et l'un des murs est rempli de livres, des livres qu'on suppose qu'il aimait. Ici, sur les gens qui donc font la queue, peuvent ensuite laisser un mot, et les mots qui reviennent le plus souvent quand on regarde ces feuilles qui sont laissés, ces messages, c'est merci d'abord, c'est reconnaissance, courage, amitié et admiration. Merci Benoît. À Paris, jeudi matin, aura lieu une messe solennelle à la mémoire de M. François Mitterrand. Une vingtaine de chefs d'État seront présents. Dans le même temps, très exactement, à Jarnac, en Charente, se dérouleront dans l'intimité les obsèques de l'ancien président de la République. Jarnac, village tranquille des Charentes où il naquit le 26 octobre 1916. François Privat, Bertrand Coq. Dernier préparatif et repérage avant la mise en place du dispositif prévu pour la cérémonie de jeudi matin. La messe sera dite par l'évêque d'Angoulême et le curé de Jarnac dans l'église Saint-Pierre, église où François Mitterrand avait été baptisé. Nous voulons respecter aussi à la fois ceux qui sont incroyants et à la fois ceux qui sont croyants, la laïcité et la vie chrétienne et les gens qui portent les deux à la fois. Et je crois que François Mitterrand portait les deux à la fois et nous respectons. On ne veut pas faire de la récupération, mais on veut faire une annonce de la parole de Dieu et avec un message d'espérance. En fin d'après-midi, l'une de nos équipes a pu rencontrer Brigitte Landry, l'une des nièces de François Mitterrand, fille de sa sœur aînée, Colette, qui vit toujours à Jarnac, dans la maison familiale. Quel est le souvenir que vous garderez de lui?
C'est trop intime, je crois que c'est un peu comme tout le monde. Hein. C'est très difficile à dire. Vous vous attendiez à cette disparition? Oui, bien sûr. Comment réagit la famille? Je crois que... voilà. Enfin, je ne peux pas vous répondre, c'est très difficile. Merci. Le gouvernement a décrété jeudi, jour des obsèques, jour de deuil national, et déjà dans un passé récent, à l'occasion de la mort du président Pompidou et du général de Gaulle, le jour de leurs obsèques fut décrété journée de deuil national. En quoi cela consiste-t-il? Les explications d'Elisabeth Esley. Ces drapeaux qui flottent sur des bâtiments publics seront en berne ou en deuil jeudi, tout comme il y a 22 ans, le jour des obsèques de Georges Pompidou. Les administrations, les écoles et les salles de spectacle ne seront pas fermées, la poste et les transports fonctionneront normalement, mais des instructions ont été données pour qu'un moment de recueillement soit respecté dans les services publics à l'heure des funérailles. Et dans les écoles, les enseignants sont invités à consacrer, s'ils le souhaitent, un cours à la mémoire de l'ancien chef de l'État. Ces modalités ont été décidées par Jacques Chirac et André Rousselet, exécuteurs testamentaires de François Mitterrand. Car si le deuil national est quelque chose de très officiel, décidé en Conseil des ministres, il est appliqué de façon différente en fonction des souhaits du défunt et de ses proches. C'est le jour des obsèques du général de Gaulle que les répercussions du deuil national ont été les plus importantes. Toutes les administrations et les écoles étaient fermées, les spectacles et rencontres sportives annulés, les transports en service restreint. En revanche, après la mort de Georges Pompidou, pourtant décédé au cours de son mandat, administration et écoles étaient fermées, mais spectacles et réunions publiques avaient été maintenus. Hier soir à 20 h à la télévision, le président de la République, M. Jacques Chirac, qui fut pourtant un adversaire résolu de M. François Mitterrand, a prononcé un discours en forme de vibrant hommage, remarqué par l'ensemble de la classe politique. Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Hier, Jacques Chirac a voulu rendre à François Mitterrand un hommage singulier, au-delà des déchirures et des combats du passé. Le président Mitterrand, au contraire, donne le sentiment d'avoir débordé sa propre vie. Il a épousé son siècle. Plus de 50 ans passés au cœur de l'arène politique, au cœur des choses en train de s'accomplir. Il y avait un dialogue entre les deux hommes qui était l'utilisation par l'actuel président des références, des termes, du rythme, du langage de celui qui venait de disparaître. Et ça, je crois que ça a donné aux Français le sentiment que la mort avait réconcilié, d'une certaine manière, dans le langage lui-même, ces deux hommes qui se sont tant affrontés. Et c'était une victoire pour François Mitterrand. Il a su trouver les mots pour décrire certains des aspects les plus marquants de la personnalité de François Mitterrand. J'avais eu ce sentiment d'une sorte de connivence lorsque Jacques Chirac avait accompagné François Mitterrand après la passation des pouvoirs. J'ai vu dans le regard de Jacques Chirac qui regardait François Mitterrand s'éloigner, une émotion aussi. Il s'est produit un instant très rare. J'avais envie de le remercier. Amis et adversaires politiques de Jacques Chirac ont donc reçu son message de la même façon, comme si l'actuel président de la République s'était adressé au-delà de la mort à celui qui portait cette charge avant lui, comme un message de chef d'État à chef d'État, comme le salut d'un homme à un homme. Dès demain soir, les socialistes rendront hommage à François Mitterrand lors d'une manifestation, place de la Bastille à Paris, la même où fut célébrée sa première élection, c'était le 10 mai 1980. Le Parti socialiste est donc aujourd'hui en deuil de celui qui présida à sa fondation, sa refondation en 1971 au congrès d'Épinay. Le PS qui doit continuer maintenant son chemin après la disparition de celui qui l'amena ensuite au pouvoir pendant plus de 10 ans. Michael Darmon, Guylaine Chenu. Pour dire adieu à l'homme, une photo, celle des adieux politiques rue de Solferino. C'était il y a 6 mois, après son départ de l'Élysée. François Mitterrand, maître de ces lieux, a laissé ici plus qu'une empreinte. Pour certains, être socialiste, c'est d'abord lui rester fidèle. C'est à nous aujourd'hui de prendre le témoin, de relever le défi, en pensant beaucoup à lui, en étant fidèle à sa mémoire, à ses combats, à cette lutte constante contre toutes les injustices. Sur les murs de Solferino, Mitterrand en campagne, Mitterrand vainqueur, heure de gloire d'un homme et d'un parti au service de la conquête du pouvoir, mais pour d'autres, l'œuvre est incomplète.
peut-être n'avait-il pas construit une force politique qui pouvait résister à l'épreuve du pouvoir. Et d'où les déboires qu'on a pu rencontrer, peut-être davantage au cours du second septennat qu'au cours du premier. Il n'a jamais connu François Mitterrand et l'a même parfois critiqué. Manuel Valls est pourtant chargé de choisir les photos de cette exposition à la mémoire de l'ancien président. Pour lui, la vie après Mitterrand a déjà commencé, sans rupture. Il y a eu Jaurès, il y a eu Blum, il y a François Mitterrand, chacun a sa place dans l'histoire et il faut tirer des enseignements de ces parcours. Vivre à gauche sans Mitterrand, les communistes s'y sont habitués. Après une brève expérience au gouvernement, la rencontre entre le PC et François Mitterrand laisse une image contrastée. On se retrouve à la fois avec une belle page d'histoire, avec des acquis, mais aussi avec des problèmes terribles et il appartient aux générations nouvelles de s'y affronter. Avec François Mitterrand, la gauche perd aussi une certaine pratique du geste politique. La visite dans Sarajevo assiégé, des fleurs jetées à la Seine à la mémoire d'un Marocain noyé, autant de symboles qui ont fait un style dont la gauche devra faire son deuil. Depuis hier, nous vous proposons toute une série de documents récents ou plus anciens sur la vie de M. François Mitterrand. Voici un tourné ces dernières années, ces derniers mois, par des proches du président disparu. Il montre un François Mitterrand amoureux de la nature et surtout des arbres qu'il avait fait planter dans sa résidence de Latché, dans les Landes. Françoise David. Depuis la fin des années 60, la bergerie de Latché, c'était le jardin presque secret du couple Mitterrand. Le chef de l'État qui soignait ses arbres, son épouse se livrait sous son œil attentif et vigilant à l'arrachage des mauvaises herbes. Oui, attends, ouh là là. J'aurais mieux fait de venir avec des sabots. Et encore. Mais ben oui, encore là, à gauche. Les week-ends d'été, le président de la République venait dans les Landes faire une brève halte entre deux obligations officielles. Il y retrouvait non seulement les siens, mais aussi ses arbres qu'il aimait contempler et toucher. Et puis les enfants sont contents. Oui. Tout ça sont des chênes que François a plantés. Ce sont ses enfants. Bon, alors ça, 80 grands pins comme ça, d'une tonne moyenne chacun, ont été balancés dans les airs, cassés, au désastre. Alors j'ai systématisé, ensuite j'ai enlevé tout, partout où c'était un champ de bataille, quoi, informe, j'ai enlevé les pins et j'ai fait cette plantation de chêne, ce que vous voyez là. Les séjours à Latché s'écoulaient au rythme des longues balades en forêt, occasion pour la présidente de France Liberté de tenir son mari au courant de ses déplacements. Et alors je ferai Ouganda, Rwanda et Kenya. Les pas de ce promeneur s'étaient imprimés pendant 30 ans dans ces sentiers. À l'aube de la nouvelle année, François Mitterrand avait tenu à retourner dans les Landes pour revoir Latché une dernière fois. Homme public, mais aussi homme secret, florentin, disaient certains pour son goût du mystère. François Mitterrand était de l'avis unanime, fidèle en amitié, même si certaines d'entre elles lui ont finalement porté tort. Ces amitiés étaient souvent gratuites. Ainsi, cet habitant de la région de Château-Chinon, à qui depuis toujours, à l'occasion de chaque voyage, M. Mitterrand envoyait une carte postale. Patrice Romden, Yéda. Camille Marchand a 81 ans. C'est un de ces hommes de terroir pour lesquels François Mitterrand avait une tendresse particulière. Ah ça, j'étais drôlement... Ça m'a fait mal. Hein. Évidemment, on s'y en attendait, quoi, le pire, s'y en entendait, mais pas quand même aussi vite. Hier, l'ancien maire de Goulou, 200 âmes au cœur du Morvan, a perdu un ami dont il conserve un souvenir unique. Tiens, voilà ton trésor. Merci, mon trésor. Le trésor, plus de 120 cartes postales des 5 continents, toutes signées François Mitterrand. Le fruit d'une correspondance à sens unique qui débute en 64 et se poursuit une fois le président installé à l'Élysée. Je lui dis, il va bien te laisser tomber maintenant qu'il est président. Il nous a jamais laissé tomber. Il nous a toujours écrit tout le temps. Vouvoiement de rigueur, code postal incomplet et toujours une pensée fidèle du Proche-Orient, d'Afrique ou d'ailleurs. À chaque voyage une carte, et puis en mars 89, surprise, 2 cartes en 2 jours. En 89, les élections étaient le 12 mars. Le 10, il m'a envoyé une carte d'Alger.
Le 11, il m'a envoyé une carte de Bruxelles en me disant bonne chance pour demain. Vous voyez, 2 jours de suite, il s'est aperçu qu'il ne m'avait pas parlé des élections le 10 et il m'en parlait le 11. Sentiment fidèle, le 10 mars. Bonne chance pour demain, amitié, le 11 mars. 2 des cartes préférées de Camille, qui n'oublie pas non plus celle postée à Berlin le 9 mai dernier. La dernière carte qu'il m'a envoyée de Berlin. Amicale pensée de ce dernier voyage, François Mitterrand. François Mitterrand aimait les voyages, on le savait amoureux de la France, de Venise également, mais aussi peut-être surtout de l'Égypte, où il a effectué son dernier voyage à l'occasion des fêtes de Noël. Thierry Tuillier, Dominique Merlin. C'est un coin de paradis, entre le Nil et le désert. Un lieu où le temps qui passe s'égrène lentement depuis toujours. Ici, l'histoire, plusieurs fois millénaire, s'expose à ciel ouvert. Impossible d'y échapper. Assouan, au sud de l'Égypte, est son hôtel du 19e siècle, l'un des lieux de villégiature préférés de François Mitterrand, depuis 1988. Il descendait toujours dans la même suite. Oui, oui. C'est ici, il descendait toujours. Mais la dernière fois, il est resté dans la suite, il a sorti une fois seul. Oui, Chaque hiver, François Mitterrand et ses proches élisaient domicile dans la suite présidentielle. Un intérieur sobre, mais dont la terrasse donne sur le Nil, les îles Éléphantines et le mausolée de l'Aga Khan. Un site que jamais François Mitterrand ne se lassait de découvrir. Et il avait une habitude, toujours dès qu'il rentrait à l'hôtel, il était voir la terrasse. Dans l'hôtel, les quelques touristes français informés évoquent l'ancien président mi-ému, mi-fasciné. Une certaine spiritualité qui monte du sol et on la respire, on s'en imprègne. Et c'est peut-être ça aussi qu'il cherchait. Son dernier séjour dans la cité des pharaons, François Mitterrand le doit à son ami Hosni Moubarak, qui l'avait invité ici à des fêtes de Noël. Avant d'aborder les 14 années de présidence de M. François Mitterrand, une durée record pour un président de la Ve République, les autres titres de l'actualité de ce jour. C'est d'abord une terrible catastrophe aérienne au Zaïre. Un avion de transport russe a raté son décollage à Kinshasa et s'est écrasé sur un marché, faisant près de 300 morts et plus de 160 blessés. L'équipage russe qui a survécu a été arrêté. Thierry Curtet. L'avion était en surcharge. Il n'a même pas pu lever le nez, raconte un témoin. Au lieu de décoller, il a fini sa course folle sur un marché de Kinshasa, juste dans l'axe de la piste. Un marché populaire qu'il a traversé de part en part avant d'exploser. 4 des 5 membres d'équipage sont indemnes, mais il y a au moins 300 morts au sol. Essentiellement des femmes, des enfants. Non seulement l'appareil était surchargé, mais il n'avait pas d'autorisation de vol. Il y a moins d'un mois, un autre avion zaïrois s'était écrasé, lui aussi était en surcharge. Phénomène de corruption généralisée dans la capitale, où tout s'achète, une licence de vol comme un contrôle technique. L'appareil avait 35 ans, il était russe, tout comme l'équipage. La police, qui a arrêté le pilote et le copilote, a dû les protéger de la foule qui voulait les lyncher. Même scénario qu'en juin dernier, à l'occasion d'une prise d'otage dans un hôpital russe en Tchétchénie. Des indépendantistes qui résistent encore au pouvoir rétabli par Moscou ont pris en otage plus d'1 millier de personnes. 2 otages auraient déjà été exécutés. Dominique Derda. Une première fusillade. Et ce n'est sans doute pas la dernière autour de l'hôpital de Kizlyar, petite ville du Daghestan au sud de la Russie. À l'intérieur, des combattants tchétchènes, ils affirment être plus de 500, détiennent 2000 otages. Des hommes, des femmes, des enfants, rassemblés au lever du jour par les indépendantistes, chassés de leurs maisons voisines, entassés dans les couloirs, les chambres de l'hôpital. Exactement le même scénario qu'à Boudionovsk au mois de juin dernier. Tous les otages le savent, les Tchétchènes iront jusqu'au bout. Filmez mes enfants, dit cette jeune mère, la voix brisée par la peur. Montrez qu'ils sont vivants. Tout va bien. Ici, ils sont au chaud. Les premiers négociateurs vont trouver en face d'eux le propre gendre du général Johar Doudaïev.
le front saint du bandeau vert, de ceux qui se disent prêts à mourir pour l'indépendance de la Tchétchénie. Ils réclament le retrait immédiat de tous les soldats russes du territoire tchétchène. Sinon, dit-il, nous réduirons cette ville en cendres. Les dégâts seront tels qu'il n'y aura à jamais plus rien à reconstruire ici. À Moscou, dès les premières heures de la prise d'otage, Boris Yeltsin a réuni ses ministres de la Défense, de l'Intérieur, les responsables des services de renseignement. À quoi jouez-vous, leur demande-t-il très en colère. L'ordre est de reprendre au plus vite le contrôle de la situation. Dans les couloirs de l'hôpital, les otages craignent le pire. Dites au gouvernement, implore cette femme, qu'il faut absolument négocier. Par pitié, que personne n'intervienne par la force. Mais on apprend à l'instant que Moscou vient d'envoyer à Kizlyar plusieurs sections d'assaut. En bref, la tempête de neige qui a sévi sur le nord-est des États-Unis continue de bloquer routes et aéroports, entraînant la mort d'une cinquantaine de personnes, du jamais vu depuis plus de 70 ans. L'état d'urgence a même été décrété dans la ville de New York. Les explosions se succèdent en Corse après celle du week-end, 26 la nuit dernière et 11 tentatives qui ont heureusement avorté. Face à cette vague d'attentats, le ministre de l'Intérieur, M. Debré, doit se rendre très prochainement dans l'île. Michel Fine, Didier Rancoeur. Selon différents témoins, c'est une seule et même équipe qui aurait parcouru hier soir les rues de Bastia en déposant des charges explosives devant plusieurs agences bancaires. Ces bureaux du Crédit Agricole étaient visés par un attentat pour la seconde fois en une semaine. Une charge d'environ 200 grammes qui a détruit les vitrines des magasins alentours. Résigné, cet homme a dû veiller toute la nuit pour surveiller les bureaux de l'auto-école de sa fille dont la devanture a volé en éclats. Tout le monde a le bol. Tout le monde, hein. C'est agréable de passer la nuit là, surveiller le bureau. Quand on ne sait pas qui on a affaire, si on les avait en face, on les voit, voir. Les 26 attentats perpétrés cette nuit dans l'ensemble de l'île sont revendiqués. Ils sont signés Resistenza, une organisation dissidente du FLNC. Dans ce communiqué, l'organisation affirme « L'État ne doit pas privilégier une frange clandestine au détriment de l'ensemble du mouvement nationaliste ». À quelques jours de la visite du ministre de l'Intérieur sur l'île, les différentes branches du mouvement nationaliste sont en train de se livrer à une véritable surenchère. Leur objectif, que chacune puisse participer à la table des futures négociations. Après le suicide collectif de 16 membres de la secte du Temple solaire pendant les vacances de Noël, une commission d'enquête parlementaire va rendre public demain un rapport sur le nombre et le danger que représente ce type d'organisation, d'association qui se compte par dizaines en France. Marie-Pierre Farkas, Jean-Louis Bousser. Après 6 mois d'enquête, 30 députés sont décidés à faire bouger tous les ministères pour que les sectes en France se sentent menacées. Ils ont 5 objectifs. Demander aux juges d'appliquer les lois et les textes en vigueur avec une plus grande sévérité. Je crois qu'il pourrait y avoir au niveau national des juges spécialisés comme cela existe dans le domaine du terrorisme. Mettre en place des structures d'aide aux anciens adeptes et donner des statuts et des moyens à toutes les associations qui combattent les sectes. Surveiller de près la soi-disant scolarité des enfants embrigadés. Être plus attentif au contenu de cours dispensés par de drôles de maîtres. Une secte aujourd'hui peut ouvrir une école sans problème si elle ne demande pas un contrat d'association avec l'État. Informer, mettre en place une véritable campagne dans les écoles et collèges pour prévenir élèves et enseignants que certaines associations honorables ne sont que des filiales de sectes plus dangereuses. Je crois que le ministère de l'Éducation nationale a un rôle tout à fait particulier à jouer. Créer enfin un observatoire interministériel pour ne plus laisser certains ordres secrets faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'ils sont associations de loi 1901. Les 30 députés présentent demain dans leur rapport toute une série de mesures réglementaires. Ils aimeraient beaucoup que très vite elles deviennent loi. Effectivement, jusqu'à présent, les lois permettent difficilement de s'attaquer aux sectes en France. En revanche, il existe peut-être une possibilité d'intervention lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs qui ont été, sans leur accord, sans leur agrément, embrigadés par leurs parents dans une de ces sectes, justement. Enquête, Anne Poncinet. Jean-Pierre vit maintenant avec ses 4 enfants, mais il a bataillé 5 ans pour en arriver là. Son ex-épouse est témoin de Jéhovah et il n'a jamais accepté qu'elle ait la garde des enfants. Jamais accepté qu'il soit élevé dans l'idéologie jéhoviste. Surtout depuis qu'un jour sa femme s'est clairement prononcée, conformément à sa croyance, contre la transfusion sanguine.
Elle a dit, si un de mes enfants aura besoin d'une transfusion sanguine, je refuserai cette transfusion sanguine, quitte à ce que l'enfant meure. Alors imaginez-vous le papa qui part le matin à 6 heures au travail et qui sait sa maman manipuler avec 4 enfants et qui est prête à les laisser mourir. Je me suis adressé au juge des enfants qui, figurez-vous, m'a répondu qu'on ne peut rien faire puisque tant qu'il n'est rien arrivé. Ce n'est pas la justice qui a accordé à Jean-Pierre la garde de ses enfants. Il s'est procuré l'œuvre complète des témoins de Jéhovah, il l'a lue, il a essayé de convaincre ses enfants de cesser d'y croire. Lorsque Geoffrey avait 12 ans, Jean-Pierre lui a montré un texte jéhoviste prévoyant la fin du monde en 1975. C'était en 1991, la confiance de l'enfant a été ébranlée, il est venu vivre chez son père. Mais il se souvient du déchirement de ces années-là. Avec mon père, au début, on l'écoutait pas trop parce qu'on ne devait pas l'écouter. Parce que c'était le diable. Ma mère m'a dit que c'était Satan, il fallait pas le croire. Il sait tout faire pour nous écarter de la vérité et nous faire mourir. Et on fonctionnait comme ça avec la peur. De mourir, de pas aller au paradis. Ma mère qui me disait ça, j'avais 7-8 ans. J'étais mal dans ma peau. Jean-Pierre a maintenant créé une association pour aider les autres. Ce père alsacien, par exemple, qui affirme qu'il n'a pas vu ses 3 fils depuis 1 an. Pour autant, Jean-Pierre et ses enfants n'éprouvent ni haine ni colère contre les adeptes des témoins de Jéhovah, parce que eux aussi sont des victimes. Je vous invite maintenant à revenir sur la trace que le président Mitterrand laissera au terme de 14 années passées à la tête de la France. Mais d'abord, à propos de l'homme, il fut, bien avant sa maladie, taraudé par l'idée de la mort et également par sa relation avec la religion. Lui qui était né dans une famille catholique fervente des Charentes, avant de se déclarer lui-même agnostique. Geneviève Moll, Bernard Ronflet. On dit qu'il a parfois pensé à reposer au pied de cette petite église de Nabino, près de Touvent, la ferme du grand-père Jules. Dans cette maison, il a passé une enfance si heureuse que toute sa vie en sera marquée. Un curé était son maître d'école, et la religion rythmait le cours de ses jours. Et il a gardé pour les églises un attachement si particulier que lorsque le maire d'Opter lui a demandé de l'aider pour restaurer l'église monolithe, il n'a pas hésité une seconde. Pourtant, et depuis longtemps, il ne fallait plus lui parler de Dieu. J'aurais un peu de peine à me convertir, parce que je me demande qui pourrait me convertir à quoi. Le message du Christ vous interpelle? Oui, mais le message, oui, c'est certain. L'application, c'est un peu plus difficile. Et j'arrive quand même au dernier terme de ma vie en continuant de me poser la question. Chercher Dieu, ça veut dire chercher s'il y a une promesse, s'il y a un avenir, chercher les raisons de se battre pour lutter contre des injustices, contre des exclusions. Je crois que tout cela l'habitait intimement mêlé. Et alors, il est impossible aujourd'hui, par exemple, pour prolonger votre question, de dire le président Mitterrand était-il un croyant, un chrétien convaincu? Et je dirais, cela n'a aucune espèce d'importance. La plus grande énigme pour lui, c'était la mort. Il en parlait souvent, et la maladie lui avait rendu sa fréquentation plus immédiate, plus irrémédiable aussi. Dans la préface du livre de Marie de Henzel, il écrit « Comment mourir ?» Pourtant, quelques jours avant son départ, il semblait avoir trouvé la paix. Non, il n'était pas du tout en révolte, non. Il m'a dit d'ailleurs, mourir, ça n'est pas une affaire. Je ne l'appréhende plus comme avant. Et François Mitterrand écrit encore, le mystère d'exister et de mourir n'est pas élucidé, mais il est vécu pleinement. Autre aspect du personnage, François Mitterrand, tous les témoignages se recoupent. M. Mitterrand était un amoureux des livres et ses promenades étaient le plus souvent l'occasion de fréquenter les libraires et les librairies. C'était aussi un amateur de bonne chair, de bonne cuisine. Jacques Wittenberg, Jean-François Chevet. Il y avait les dîners intimes. À quelques pas de l'avenue Frédéric Leplet où il a fini sa vie, François Mitterrand affectionnait ce restaurant de spécialité lyonnaise. Sa dernière venue remontait à novembre. On avait l'impression d'un homme
qui était dégagé de toutes ces contraintes, de toutes ces contraintes présidentielles, quoi. Président en fonction, il avait été un client assidu. L'habitué de quelques bonnes tables parisiennes, toujours ou presque sur la rive gauche, pour François Mitterrand, le restaurant pouvait devenir un lieu de travail. Moi, je l'ai vu organiser au Pactole, par exemple, qui est un restaurant très sympathique, boulevard Saint-Germain, des repas avec Helmut Kohl, et je l'ai vu négocier des affaires très importantes à table, mais avec toujours son ton d'évêque. Il y avait les déjeuners entre amis ou en famille, Roger Hanin, Guy Ligier, Roger Patrice Pellat, tout le monde connaissait les goûts du président, surtout sa passion pour les huîtres. Éclair numéro 3, un producteur qu'on ne citera pas, mais qui vraiment sont de très très grande qualité, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Et puis tous les classiques, les poissons crus, les Saint-Jacques crus à la nette, le tartare de thon. Et puis, les flâneries parisiennes de François Mitterrand s'arrêtaient à la vitrine des libraires. Le 6e arrondissement, rue Saint-Sulpice, rue Guinemer, à la recherche d'une édition introuvable d'un livre méconnu. Quand il rentrait dans la librairie, il était dans une autre case. On sentait qu'il était que pour ses livres. Le reste était complètement évacué. Les libraires appréciaient le connaisseur des œuvres dans le texte. Souvenir d'un jour où il se retrouva face à un autre client, penché sur un exemplaire des Liaisons dangereuses. Le président rentre et lui demande « Ah, vous relisez les liaisons ?» Et la personne lui dit « Oui, où en êtes-vous ?»« J'en suis à tel passage. » Il a dit « Ah, c'est au moment où le Merteuil dit » et il a récité une page de liaison comme ça. Les rues de Paris et leurs échoppes, les quais de Seine et leurs bouquinistes, sous les pas du promeneur Mitterrand, c'était une autre forme du bon plaisir. En pas moins de 50 années de carrière politique, celui que certains appelaient le Sphinx, tant il répugnait à se livrer complètement, a connu, avant même son accession à la présidence en 81, toute une succession de zones, disons, d'ombre et de lumière. Carole Caumont, Jean-Baptiste Prédali. Ombre et lumière d'une vie publique. Octobre 59, François Mitterrand est accusé d'avoir laissé faire, sinon organisé, un faux attentat contre lui. C'est l'affaire de l'Observatoire. Elle accrédite l'image d'un personnage complexe et secret. La politique ne va pas sans secret et donc sans part d'ombre. C'est vrai, Mitterrand avait un goût en plus personnel pour cela. De grands hommes d'État se sont assurés que le secret était nécessaire. Pour Mitterrand, le secret était délicieux. Le secret, partie intégrante de l'exercice du pouvoir. Les 14 ans de François Mitterrand à l'Élysée en ont parfois donné l'illustration. Affaire d'État d'abord. Parmi les plus connues, celle des Irlandais de Vincennes, qui met à jour les activités pour le moins troubles de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Une cellule qui déclenchera encore la polémique 10 ans plus tard à propos du dossier des écoutes téléphoniques. L'affaire du Rainbow Warrior, elle, empoisonne l'été 85. L'attentat des services secrets français contre le bateau de Greenpeace fait un mort et vient ébranler le sommet de l'État. Charles Hernu, ministre de la Défense et intime de François Mitterrand, démissionne. Affaire d'entourage ensuite. Le second septennat est marqué par la mise en cause d'amis proches du président de la République. Délit d'initié pour l'affaire Péchinet, où l'on trouve au premier plan Patrice Pellat, ancien compagnon de captivité de François Mitterrand pendant la guerre. Le chef de l'État le défend et, officiellement, s'en éloigne. Mais les dernières années verront surtout ressurgir le passé, la période de Vichy et les relations longtemps conservées avec René Bousquet. François Mitterrand viendra s'en expliquer longuement, évoquant aussi ses engagements pendant la guerre, comme une volonté affichée de dissiper l'ambiguïté. Il a souhaité cela d'abord parce que c'est non seulement un artiste qui tenait à ce que le clair joue avec l'obscur, mais c'est qu'aussi ce que l'on révèle soi-même est toujours un peu moins grave que ce qui est révélé par d'autres. Enfin, les derniers mois, il y eut la retraite et le silence pour François Mitterrand, comme un supplément de mystère. À son arrivée au pouvoir en 1980, François Mitterrand avait un programme qu'il a, à la faveur des circonstances, plus ou moins appliqué. En matière de justice, sa première décision importante fut l'abolition de la peine de mort. Valérie Hermite, Dominique Verdeillan. Cet enfant découvre la justice. Pour lui, de haut, elle est austère, elle est mystérieuse. Sait-il au moins qu'il y a 15 ans, un jour de septembre, un jour de rentrée scolaire, un président et un garde des Sceaux ont plaidé pour l'abolition de la peine de mort. Le garde des Sceaux demande l'abolition sans amendement ni réserve. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Au début des années 80, Claude Jorda, magistrat du parquet, était à la chancellerie. Pour lui, les années Mitterrand, ce sont aussi les années Badinter. C'était un foisonnement, une ouverture, une densité de réflexion. C'est vrai autour d'un homme proté, d'un homme clé, mais que M. Mitterrand a choisi, qui a été l'homme clé de la justice, au moins pendant le premier septennat, c'est-à-dire Robert Badinter. Un couple Mitterrand-Badinter qui scellera la disparition des tribunaux d'exception, abrogera la loi sécurité et liberté d'Alain Peyrefitte et la loi anticasseur de Michel Poniatowski et relancera la réforme du code pénal. Mais magistrats et avocats attendront le président sur l'indépendance des juges. Quelles que soient les critiques qu'ont pu faire les juges au moment des affaires, etc., les juges en sont sortis finalement plus forts. Les juges en sont sortis plus indépendants sans doute qu'ils ne l'étaient en 1981. Et là, je suis bien obligé de constater, tout le monde est obligé de constater, que ça, c'est peut-être ça qui a été la volonté profonde du président, même si ça s'est fait un peu contre lui. Lors du premier septennat, Myriam Ezrati était directrice de l'administration pénitentiaire. Pour elle, l'arrivée de François Mitterrand, c'est avant tout un dépoussiérage de l'institution, une tentative de rendre la justice plus proche de la société. C'est une politique d'ouverture, de dire que la justice, c'est pas seulement l'affaire des juges, l'affaire des services spécialisés, que ça concerne la société. François Mitterrand aurait pu rester avocat, mais il s'est tourné vers la politique, restant ainsi un homme de droit et un homme de loi. Dès le début de son premier septennat, toujours, c'est en matière de communication que François Mitterrand va frapper un grand coup en libérant les ondes radio et télé. Jacques Cardoz, Alain Locaccio. Elles sont aujourd'hui plus de 1500 à parcourir la bande FM. Énergie, Skyrock, Fun Radio, toutes le doivent à une loi de 81, l'une des premières sous François Mitterrand. C'est François Mitterrand qui a libéré les ondes en 1981. Et à partir de ce moment-là, ça a été une explosion très, très forte de plusieurs milliers de radios libres. On commençait à émettre d'une façon un peu brouillonne et dans la cacophonie. Il faut dire qu'en 81, le PAF tenait en quelques radios périphériques, RTL, Europe, RMC et les chaînes publiques de Radio France. Pour les animateurs des radios libres, l'ouverture des ondes a donc été ressentie comme un nouvel espace de liberté. Tous les jeunes qui arrivaient et qui avaient envie de faire à la radio, on trouvait ça normal d'ouvrir la bande FM, qui d'ailleurs ne servait à rien à l'époque, et de laisser parler des jeunes, des gens qui s'adressaient à tel ou tel public, et d'ailleurs qui en retour avaient un auditoire. Donc c'est qu'il s'est vraiment passé un phénomène important à ce moment-là. Mais le pionnier des radios libres n'est autre que François Mitterrand. À partir de sa fédération de Paris. Avant l'élection présidentielle de 81, le Parti socialiste joue lui-même les pirates des ondes avec Radio Riposte. La radio des socialistes de Paris. L'étape suivante, ce qui n'a pas beaucoup tardé, ça a été la loi de 82 qui, elle, mettait fin, ce qui était une innovation tout à fait essentielle, mettait fin au monopole de l'État sur la communication audiovisuelle. Il est 8 heures. Et dès 84, l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, André Rousselet, lance Canal+. Puis il y aura la 7, la 5, TV6 et le câble. Reste que 14 ans après l'ouverture des ondes, l'audiovisuel est aujourd'hui une véritable industrie. Il y a au moins un domaine dans lequel François Mitterrand était sûr de laisser une trace vraiment concrète. Il s'agit, vous l'aurez peut-être compris, des grands travaux présidentiels. Le Louvre et sa pyramide, la Grande Arche, l'Opéra Bastille, etc. Sophie Jouve, Jean Pézieux. Blanche comme sucre, elle culmine à 110 mètres au-dessus du sol. L'Arche de la Défense, une prouesse technologique qui pourrait abriter Notre-Dame. Un bâtiment qui a rendu fou les maîtres d'ouvrage, mais qui dans l'ensemble a emporté l'adhésion des Français. L'Arche, écoutez, ça fait 5 ans que j'y travaille et je suis contente tous les matins quand je sors du RER, je suis contente de voir ce cube. Je trouve que c'est majestueux. Je trouve ça très très bien, c'est impressionnant. C'est un gros ouvrage d'art, c'est un gros pont, c'est un pont habité, c'est pas mal. Œuvre démesurée d'un architecte danois, la Grande Arche est l'un des chantiers préférés de François Mitterrand. Une façon grandiose de marquer Paris de sa griffe. Spectaculaire aussi, la grande bibliothèque à Tolbiac, avec ses tours pour les livres et son jardin grand comme le Palais Royal. Un projet controversé et coûteux, 8 milliards de francs. Le jardinier, en tout cas, un des premiers à fréquenter les lieux, a son idée sur la question. C'est beau, c'est une très belle réalisation. Ce qu'il faut voir l'avenir, ce qu'ils vont en faire. Parce que vous êtes contribuable. Oui, je suis contribuable. Et alors, vous dites comme d'autres, c'est de l'argent gâché? Non, je ne pense pas. Je pense à tous ceux qui ont travaillé ici, comme moi-même,
Et je trouve ça formidable. Il y a une architecture extrêmement raisonnée, une architecture très définie, très minimale, très minimaliste. Tout est réglé et au centre de ce réglage de la raison, il y a la nature qui, elle, nous dépasse. Et puis, symbole des symboles, la pyramide du Louvre suscite encore la plus vive des polémiques. Je crois qu'il fallait de l'audace, à mon avis, pour oser mettre quelque chose aussi moderne, mais l'Alliance est très très réussie. C'était un homme de mégalomanie, disons, exemplaire. Piéton de Paris, François Mitterrand a réalisé son rêve, remodeler la capitale à sa façon. Le rapport de M. François Mitterrand à la jeunesse maintenant, il est par nature exceptionnel dans la mesure où toute une génération d'étudiants d'aujourd'hui n'ont vraiment connu qu'un seul président en 14 ans. Il constitue ce que les publicitaires ont appelé la génération Mitterrand. Valérie Astruc, Bernie Mériot. La nouvelle fac créée par Charles Pasqua dans les Hauts-de-Seine. Tous les étudiants ici font partie de cette génération Mitterrand. On l'a connu quasiment toute notre jeunesse pendant 2 septennats, donc 14 ans de notre vie. On ne connaissait pas ces personnes qui étaient avant et les personnes, on connaît la personne qui est après bien sûr, mais on ne peut pas on ne pouvait pas le critiquer à notre époque. Bah oui, parce qu'on est né avec. Et effectivement, comme il l'a dit, on n'a pas choisi. On est arrivé et par contre, ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'un homme qu'on a subi pendant 14 ans meurt. On a vécu avec, c'était notre chef d'État, toute la politique française a été faite autour de lui. Et tout d'un coup, ça y est, c'est fini. Pas en âge de voter en 81, mais conscient aujourd'hui d'avoir vécu sous l'ère Mitterrand. La laïcité, le respect des autres, l'abolition de la peine de mort, c'est des choses qui marquent une génération plus qu'un côté gauche ou droite. À quelques pas de là, une autre fac, celle de Nanterre. Les origines sociales sont plus modestes. Les étudiants, eux aussi, se souviennent de la première élection de François Mitterrand. À l'époque, je me souviens surtout du Figaro magazine qui hurlait aux chars soviétiques sur les Champs-Élysées. J'étais sur les épaules de mon papa ou de ma maman, je sais pas, à la Bastille en 81. C'est peut-être à partir de ce moment-là, en 88, avec l'élection de Mitterrand, la deuxième élection de François Mitterrand, qu'effectivement j'ai commencé à m'intéresser un peu à la politique. En matière de politique étrangère également, le président Mitterrand a pris au cours de ces 14 années d'importantes décisions. Dans l'ex-Yougoslavie, pour commencer, le président François Mitterrand fit en 1992 une visite dans Sarajevo assiégé par les Serbes de Bosnie. C'est à la suite de ce voyage qu'un pont aérien permit à la ville de survivre pendant un bon moment. Aujourd'hui, la capitale bosniaque est de nouveau accessible depuis les accords de Dayton aux États-Unis et l'arrivée des troupes de l'OTAN. À Sarajevo, on se souvient, Olivier Lerner. C'est juste avant l'atterrissage que les avions cargo sont souvent la cible des tireurs isolés. Le dernier vol humanitaire sur Sarajevo n'a pas été pris pour cible aujourd'hui. 160 000 tonnes acheminées dans des conditions périlleuses pendant 3 ans et demi. 300 incidents enregistrés. Un appareil italien abattu par un missile solaire. Un aéroport frappé plus de 100 fois par des tirs d'obus. Sur l'aéroport de Sarajevo, on avait vu le 28 juin 1992 à la surprise générale François Mitterrand. Le lendemain, l'aéroport passe sous contrôle de la Fort Ier. À l'époque, il y avait beaucoup de risques. D'ailleurs, l'appareil du président a été endommagé ce jour-là. Mais c'est ce qui nous a permis d'ouvrir dès le lendemain le pont aérien humanitaire. 20 nations ont participé à cette opération qui aura permis aux habitants de Sarajevo de survivre en attendant des jours meilleurs. En stoppant net le pont aérien, les militaires font preuve d'optimisme, un peu comme François Mitterrand, qui avait dit simplement à son arrivée à Sarajevo « Je crois à la force symbolique des choses ». Tout dernier hommage d'un chef d'État étranger à la mémoire de M. François Mitterrand, c'était aujourd'hui à Amman, le roi Hussein de Jordanie. Le chemin que nous avons parcouru avec François Mitterrand au Moyen-Orient n'a pas toujours été facile. Mais j'ai eu le privilège de connaître un homme qui comprenait, qui appréciait, qui partageait avec moi ses idées, ses pensées, ses expériences, qui était un ami. Et quel que soit l'endroit où on porte son regard dans le monde, on verra toujours quelque chose qui nous a été légué par François Mitterrand. Le président Mitterrand a entretenu des relations particulièrement amicales au cours de ces 2 septennats avec le chancelier allemand Helmut Kohl. Une amitié marquée par leur volonté commune de faire l'Europe, de la réussir, mais aussi par des gestes symboliques comme cette minute de silence, la main dans la main, c'était à Verdun. Jérôme Catala.
Depuis le décès de François Mitterrand, les réactions se multiplient en Allemagne. Réactions des milieux officiels et de la population. À Berlin, par exemple, de nombreux Allemands ont appelé l'ambassade de France pour exprimer leur émotion. Mais dans la rue, les propos sont différents en fonction des générations. Indifférence pour les plus jeunes, tristesse pour les plus âgés. C'était un des plus grands, c'est tout ce que je peux dire. Désolé, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je sais comment il était physiquement, mais à part ça... Il était un grand homme d'État, et pour l'Allemagne, c'est une grande perte. L'histoire des relations entre le président Mitterrand et l'Allemagne peut se raconter en plusieurs dates clés et plusieurs images. À Bonn, devant le Bundestag, en janvier 83, François Mitterrand dénonce la menace soviétique et plaide pour le déploiement des euromissiles. Il faut que la guerre demeure impossible et que ceux qui y songent en soient dissuadés, dit-il. En fait, le socialiste Mitterrand se rapproche ainsi du chrétien-démocrate Helmut Kohl, pour la plus grande surprise des sociodémocrates allemands. C'est le début d'une véritable entente politique et d'une relation amicale entre le président français et le chancelier allemand, une vraie compréhension réciproque, spectaculairement affirmée en septembre 84, quand les deux hommes se recueillent ensemble à la mémoire des soldats français et allemands tombés à Verdun. Incompréhension en revanche et ambiguïté en 1989, lorsque le président français est le dernier chef d'État occidental à se rendre en visite officielle en Allemagne de l'Est. À ce moment, comme lors de la chute du mur de Berlin, François Mitterrand apparaît plus que réservé quant à la perspective de la réunification des deux Allemagnes. Il y avait beaucoup d'angoisse et de crainte que l'Allemagne ne redevienne comme avant. Et François Mitterrand a été l'un de ceux qui ont compris relativement tôt que cela ne serait pas le cas. Pour rattraper l'histoire, François Mitterrand va relancer la coopération franco-allemande avec l'Europe et avec de nouvelles initiatives, comme le défilé de soldats allemands de l'Eurocorps le 14 juillet 1994 à Paris. Les hommes politiques, les journalistes, la population retiendront surtout de François Mitterrand que malgré son histoire personnelle, malgré ses mois passés comme prisonnier de guerre en Allemagne, il a travaillé à la réconciliation franco-allemande et à l'amitié entre les deux pays. C'est sans doute ce qui explique la tristesse, l'émotion qui ont accueilli ici l'annonce de sa disparition. En matière de politique étrangère, le président de la République, François Mitterrand, a tenu, souvenez-vous, jusqu'au dernier moment à imprimer sa marque. Son dernier voyage officiel, ce fut en mai dernier à Moscou à l'occasion des cérémonies du cinquantenaire de la victoire des Alliés le 8 mai 1945. Philippe Arroir. Hasard du calendrier, les derniers déplacements du président Mitterrand sont liés au cinquantenaire de la fin de la guerre en Europe, lui qui a tant milité pour la paix. Le 8 mai, le président se rend à Berlin. Au Schauspielhaus, son dernier discours public va surprendre. Il salue la bravoure des soldats de la Wehrmacht qui ont accepté, dit-il, la perte de leur vie pour une mauvaise cause. Le lendemain, 9 mai, François Mitterrand est à Moscou, convié par Boris Yeltsin pour de grandioses cérémonies auxquelles il n'assiste pas à cause de la guerre en Tchétchénie. Il préfère déposer discrètement une gerbe devant le monument aux morts. Puis, ses derniers mots. Moi, j'appartiens à la génération qui s'en va. Celle de la guerre, comme soldat. Celle de l'après-guerre, comme responsable. Cela s'achève. Il y a autre chose à faire. La liberté et la paix ne seront sauvegardées, laissez-moi vous dire ma propre conviction, que par la démocratie, c'est-à-dire que par l'avènement des peuples, de tous les hommes, au choix de leur destin. Alors, je suis venu saluer la paix et je vous remercie. Bill Clinton, enfant de l'après-guerre, ne cache pas son émotion. Jeudi matin, France 2, dès 7h30, consacrera entièrement son antenne aux obsèques de M. François Mitterrand à Jarnac et à la messe solennelle qui aura lieu à Notre-Dame de Paris en présence de nombreuses personnalités et de chefs d'État étrangers. Ce journal est terminé. Dans quelques instants, la météo, Nathalie Riouet, puis Force majeure, un film avec Patrick Bruel et François Cluzet. Ça se discute ensuite de Jean-Luc Delarue. Demain à 13h, vous retrouverez Patrick Chêne et nous retrouverons demain à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. À demain. Bonsoir.